Parfois, il n'est nul besoin de mots pour se comprendre. Un visage est un livre ouvert. Les sourcils qui se froncent, une larme qui perle, les narines qui se plissent ou les lèvres qui se pincent. Il s'agit d'informations, de signaux qui indiquent à votre interlocuteur les émotions que vous ressentez sans même que vous ayez à les verbaliser. Et ces signaux sont capitaux pour se comprendre. Avez-vous remarqué à quel point bon nombre de malentendus surviennent lorsque nous interagissons via un écran interposé ? Les mots ne sont guère les parfaits véhicules du fond de notre pensée. Entre ce que nous disons à demi-mot et les mots plus hauts que les autres, il semble parfois plus facile de s'exprimer sans maudire. Maudit soit la parole qui souvent nous trahit. Mais il est plus dur de faire mentir un visage. Nous sommes très forts et très fortes pour percevoir ce qui se cache derrière une expression faciale, héritage ancestral nécessaire à la survie. Ce visage, là, face à moi, exprime-t-il une menace? Est-il amical? Lorsqu'une personne se maquille en clown, elle fixe sur son visage un sourire afin de déclencher instinctivement de l'empathie. Mais alors, pourquoi un clown dont le maquillage est supposé le rendre amusant semble-t-il si effrayant aujourd'hui pour bon nombre d'entre nous? Avec la sortie en salle du 2e chapitre de Ça, l'adaptation du livre de Stephen King, il m'a semblé intéressant de plonger au cœur de l'une des peurs les plus répandues dans notre société actuelle, la coulrophobie, la peur des clowns. Ça raconte le combat de 7 enfants, ensuite adultes, contre un monstre, une entité extraterrestre, maléfique, qui prend la forme des peurs les plus profondes de ses proies. Or, ce n'est pas un hasard si elle se présente principalement sous la forme d'un clown du nom de Gripsou, car c'est sous ces traits-là que ça s'approche le plus d'une figure d'épouvante universelle. Mais pourquoi Stephen King a-t-il instinctivement choisi le clown pour représenter la peur? Pourquoi avons-nous peur des clowns ? Ça s'inscrit aux côtés d'autres œuvres de Stephen King telles que Carrie, Shining, Cimetière ou encore Charlie, dans un cycle traitant notamment de l'enfance, qui plus est sacrifiée. Or, l'enfance est assez déterminante dans la constitution de nos peurs, et si elle a pu être le terreau donnant naissance à la coulrophobie, la psychologue Rivière Lecard l'explique ainsi. Le clown, c'est d'abord la dissimulation, celle des traits sous le maquillage. Un clown est une non-personne avec un sourire figé et des traits dissimulés. Pour les enfants, c'est un visage qui n'existe pas. Vers 2 ans, ils sont très sensibles au visage. Dans celui d'un clown, il n'y a pas de référence connue. Il est probable que certaines et certains d'entre vous aient gardé des mauvais souvenirs d'un clown ou d'une poupée poussiéreux, rangés dans le grenier de vos grands-parents, et avec lesquels vous ne vouliez jamais jouer. Le visage du clown est à la fois proche du nôtre, mais très différent. Trop différent. Et voilà qu'au lieu de nous faire rire, ce sourire figé et ces couleurs criardes finissent par nous paraître dérangeants. La vallée dérangeante, traduction de Uncanny Valley, est une théorie développée dans les années 70 par le roboticien japonais Masahiro Mori, selon laquelle plus l'apparence d'un robot s'approche de celle d'un être humain, plus ses imperfections nous apparaissent comme monstrueuses. Ce principe est généralisable à toute création ou être anthropomorphe très proche de l'humain. Les anomalies, même minuscules dans un visage maquillé ou artificiel, nous dérangent, elles brouillent notre analyse du visage. Pour le psychiatre Antoine Pellissolo, quand on ne parvient pas à décoder le visage d'une personne, on l'aperçoit comme menaçante. Lorsqu'un visage est déformé, dissimulé sous un masque ou un habile maquillage, cela brouille la lecture que nous en faisons. Comment savoir alors si la personne au visage illisible qui se dresse devant nous est une menace ? De plus, la blancheur du visage clownesque n'est pas sans nous rappeler, instinctivement là aussi, la pâleur d'un défunt. Peut-être voyons-nous implicitement dans ce mélange classique de blanc et de rouge, la mort et le sang. C'est peut-être là que réside la dernière explication de notre peur des clowns. Peut-être est-elle née dans le sang. Peut-être que la figure du clown dans l'histoire et la pop culture a été à jamais entachée par le sang.
Le poids de la pop culture n'est pas à négliger, ce par quoi elle a été influencée et comment elle a véhiculé des images à son tour. La culture populaire, notamment le cinéma d'horreur, a été largement influencée par de vrais actes barbares et terrifiants. Parmi tous ceux que j'ai pu trouver, laissez-moi vous raconter l'histoire de John Wayne Gacy Jr. John Wayne Gacy Jr. naît à Chicago en 1942. Deuxième des 3 enfants de la famille, John subit, avec sa mère et ses sœurs, la violence d'un père alcoolique. À 9 ans, il est violé par un voisin et ami de la famille, mais il n'en parle à personne. À 17 ans, il devient concierge dans un salon funéraire à Las Vegas, dont il sera renvoyé pour des actes de nécrophilie. Il retourne alors à Chicago et s'inscrit dans une école de commerce, dont il sortira diplômé en 1963. Il devient gérant d'un magasin de vêtements pour hommes et épouse l'année suivante une collègue, Marilyn Myers. Gacy devient père de 2 enfants et mène une vie paisible, jusqu'à ce qu'en 1968, on le condamne pour le viol d'un garçon de 15 ans nommé Donald Voorhees. En bon manipulateur, Gacy obtient la liberté conditionnelle après 18 mois d'incarcération. Sa femme l'ayant quitté, John Wayne Gacy Jr. se remarie en 1972 et fonde une société de construction. Il y agressera 3 de ses jeunes employés. C'est à cette même époque qu'il se confectionne le costume de Pogo le clown, avec lequel il rend visite aux enfants malades de l'hôpital. Après avoir découvert des magazines d'hommes nus et des vêtements d'adolescents dans leur maison, son épouse le quitte en mars 1976. 2 ans plus tard, Gacy est arrêté au volant de sa voiture par des policiers enquêtant sur les inquiétantes disparitions de jeunes hommes ayant travaillé pour lui. Au fur et à mesure de l'enquête, l'implication de Gacy dans ces disparitions se fait de plus en plus évidente. 26 cadavres sont retrouvés, enterrés et ligotés, un tissu enfoncé dans la bouche, sous sa maison à Chicago. 3 autres sont déterrés dans sa propriété et les corps de ces 4 dernières victimes sont repêchés dans une rivière non loin de chez lui. Comme les voisins s'étaient plaints d'odeurs venant des sous-sols de sa maison, John Wayne Gacy avait recouvert les corps de chaux et prétexté avoir des problèmes de canalisation. Par la suite, il les fit recouvrir par du béton. Inculpé pour le meurtre de 33 jeunes hommes, Gacy commence à peindre en prison des portraits de clowns qu'il vend aux enchères et fait exposer dans des galeries d'art. Par le biais de son agent artistique Rick Staton, il est même possible pour quiconque d'envoyer sa photo pour que soit réalisé son portrait en clown tueur. John Wayne Gacy Jr. est exécuté le 10 mai 1994 par injection létale au pénitencier de Statesville, dans l'Illinois. Ce type d'histoire aura clairement influencé toute la culture de l'épouvante et notre inconscient collectif horrifique. Plusieurs musiciens et groupes de musique ont ainsi évoqué Gacy, le clown tueur, comme Marilyn Manson ou les Berruriers Noirs. Gacy est également apparu dans les séries American Horror Story et South Park. Du côté du cinéma, Andrés Muschietti s'est fortement inspiré du costume de Pogo pour créer Pennywise dans le Ça de 2017. De même pour Todd Phillips, qui a voulu que son Joker ait le même maquillage que Gacy. Est-ce un hasard si le cabaret où se produit le Joker dans le film s'appelle le Pogo ? Avec son enfance sacrifiée et en sacrifiant à son tour l'enfance et la vie des autres, John Wayne Gacy Jr. aurait pu être le personnage d'un roman de Stephen King. Finalement, la boucle est bouclée. Stephen King a voulu exprimer la peur à travers le visage du clown, influencé par ce qui semble être un traumatisme enfantin. Et il a finalement influencé toute la culture de l'épouvante elle-même, en faisant entrer Gripsou le clown au panthéon des monstres.